vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins d'Européens. Que les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Hommage aux combattants de la liberté nationale. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains.
Je suis originaire de la province du Kasaï, que vous connaissez certainement. Et je suis président d'un parti politique, le Mouvement national congolais, qui a rapporté la victoire aux dernières élections. Je suis Premier ministre de la République du Congo, comme vous le savez. Notre gouvernement, c'est un gouvernement national populaire qui représente toutes les fractions de l'opinion congolaise, et nous luttons pour un idéal qui est la construction du Congo dans l'unité et la concorde nationale. Êtes-vous communiste, Monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seul fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique, parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation, c'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Et sur le plan politique, nous voulons avoir un gouvernement central unitaire. Et au sein de ce gouvernement central, vous avez des ministres qui viennent de différentes provinces du Congo. Et sur le plan administratif, avoir des provinces, de sorte que ces provinces vont jouir d'une autonomie administrative pour la gestion de leurs propres affaires. Et sur le plan économique, mettre en valeur les richesses du pays grâce à la mobilisation de toutes les énergies du pays. Et pour la mise en valeur du pays, nous comptons également sur le concours des autres puissances de la Suisse, de la France, de la Belgique. Le Congo est un grand pays qui doit encore être développé. Et je pense que si nous pouvons compter sur le concours, la collaboration des autres, et tout en faisant un effort nous-mêmes sur place, nous pouvons faire du Congo dans 5 ans, dans quelques années, une puissance, une nation prospère et stable. Je vous posez un certain nombre de questions, oui. Si vous voulez d'abord. Je voulais savoir quel âge vous avez. J'ai 35 ans. Et où êtes-vous né? Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province du Kasaï. On m'a dit que c'était le centre de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai? Mais le Kasaï, c'est précisément au centre du Congo. Au centre du Congo? Je ne sais pas situé sur ce point de vue géographique, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la province du Kasaï est située au centre du Congo. Est-ce que je peux vous demander ce que faisaient vos parents? Mes parents sont des cultivateurs. Et ils sont encore vivants, bien portants. Et ils sont au village. Vous avez commencé vos études à quel âge? À l'âge de 8 ans, je crois. 8 ans. 8 ans. Et quels ont été les auteurs qui vous ont le plus frappé? Mais je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais, n'est-ce pas, des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée
Parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tout le système. Et c'est ainsi par exemple que mes parents sont des catholiques et se sont mariés religieusement à l'église. Et nous sommes 4 enfants, tous des garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'après ça que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, les catholiques et les protestants, ce qui a fait de moi accentuer mon indépendance d'esprit de jugement. Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de l'indépendance du Congo et par quoi? Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Quel jeu joue monsieur le colonel Mobutu? Ça a été votre homme de confiance quand même, Mobutu, non? Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Il est venu l'autre jour me demander la réconciliation. Il a fait des démarches pour qu'il y ait une réconciliation entre M. Kasavubu et moi-même. Je lui avais répondu que je n'avais pas d'autre sentiment que celui de la réconciliation. Et il est parti. Et de temps à autre, il m'envoie une note. J'attends. Je ne comprends pas son jeu. Il se jugera lui-même. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir.
Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction, le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avons placé toute notre confiance lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que morts, vivants, libres ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du monde se retrouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus de colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni sévice, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce. Car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique.